Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler des arcanes de la conscience et de toutes ces pratiques que nous pouvons expérimenter qui nous permettent justement d'aller dans certains recoins de notre inconscient. Je pense par exemple à l'hypnose régressive, à tous ces protocoles qui nous permettent d'être en état de semi-conscience, voire de transe. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous dire de pas faire ça, ou de vous dissuader d'avoir recours à ces pratiques, parce que ça peut avoir certains bienfaits, mais de vous donner peut-être des éléments et des informations pour vous permettre de pouvoir discerner, de pouvoir un peu mieux comprendre comment ça fonctionne et quel genre de conséquences est-ce que ça peut avoir sur nous, notre perception, notre vie quotidienne, notre corps, etc., etc. Si vous avez vous-même déjà expérimenté l'hypnose régressive ou certaines pratiques de ce genre, n'hésitez pas à partager votre ressenti et votre expérience en commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment vous avez pu vivre ça, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et qu'est-ce que ça a pu changer dans votre vie, en bien comme en mal, voilà. La première chose qu'il est important de comprendre, c'est que si notre inconscient est inconscient, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de banalités qui sont diffusées au sujet de tous ces protocoles qui permettent d'aller visiter des vies antérieures, des coins d'inconscient, des choses que nous avons oubliées, tout ça. On en parle avec beaucoup de simplicité, comme si c'était un protocole banal, comme si c'était facile d'accès à tout le monde et comme si n'importe qui pouvait accompagner quelqu'un dans ce genre de voyage. Ce n'est absolument pas le cas. Notre inconscient, il est là parce qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas appréhender de manière consciente. C'est comme une sorte de sauvegarde, une sorte d'espace dans lequel tout ce qui n'a pas pu être appréhendé, digéré, compris par notre mental et notre être de manière générale est stocké. Donc dans notre inconscient, il y a énormément d'informations qui sont stockées, des choses que nous avons en apparence oubliées ou que nous avons mises sous le tapis. Mais si ces choses ont été oubliées ou mises sous le tapis, c'est qu'il y a une bonne raison. Cet inconscient, c'est aussi une protection. Si toutes les informations du jour au lendemain de notre inconscient devaient d'un seul coup arriver dans notre conscient, nous ne le supporterions pas et nous exploserions. Pour la bonne raison que notre mental est pour le moment incapable de traiter ces informations-là. Et notre système émotionnel ne le peut pas non plus, dans le cas par exemple des traumatismes qui nous sont arrivés. Donc ce sont des mécanismes qui sont mis en place aussi pour nous protéger. L'inconscient, il faut voir ça un peu comme une forteresse. On ne rentre pas dans l'inconscient comme on rentrerait dans une boulangerie. Toutes les portes ne sont pas ouvertes, il y a des garde-fous aussi qui sont présents pour encore une fois nous protéger de certaines intrusions ou de choses que nous ne pourrions pas encore traiter ou appréhender. Donc on n'y va pas comme on rentre dans un moulin. C'est pour ça que c'est très dommage aujourd'hui de banaliser toutes ces pratiques parce que l'inconscient est un monde vaste qu'on a du mal à appréhender aussi et qui répond à d'autres codes qui ne sont pas des codes conscients. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez comprendre là dans votre espace conscient ou ce que vous pouvez appréhender là maintenant. C'est vraiment un autre espace. Donc pour y entrer, pour y pénétrer, déjà, n'y pénètre pas qui veut, hein. Il faut avoir une intention, je dirais, qui est saine. C'est-à-dire que si on va dans notre inconscient parce qu'on veut absolument savoir des trucs, par exemple sur nos vies antérieures, ou qu'on est dans cette avidité de connaissances, alors que c'est pas nécessaire et que ça fait pas partie de notre vie actuellement, que ça n'a pas besoin d'être révélé, ça ne sera pas révélé. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre qu'il ne faut pas forcer les portes de l'inconscient.
On n'y va pas comme ça, on n'y va pas sans raison. Il faut savoir aussi que notre système conscient-inconscient est très bien fait. Toutes les choses qui doivent revenir à la surface parce que c'est le moment et parce que vous êtes prêt à le vivre, à le digérer et à le traiter, ça arrive parce que c'est le moment. Si vous allez sans arrêt dans vos espaces inconscients faire des voyages pour avoir des infos sur votre avenir, sur votre passé, des choses qui sont peut-être un peu futiles, vous risquez de ressortir avec des fausses informations, avec des choses que vous vous êtes inventées ou que vous avez imaginées mais qui ne sont pas vraies. Parce que il n'y a rien pour vous à ce moment-là. C'est-à-dire que votre inconscient n'a rien à vous dire, n'a rien à vous révéler. Mais forcer, ça veut dire que vous allez quand même aller chercher quelque chose parce que vous voulez obtenir quelque chose. Et comme vous êtes déterminé à obtenir des informations, vous allez recevoir des informations qui sont fausses. Et ça, c'est souvent le cas dans les hypnoses régressives quantiques qu'on peut largement trouver en diffusion sur YouTube, où vous avez des personnes qui vous accompagnent ou eux-mêmes vont ou prétendent aller dans votre inconscient pour aller chercher des informations parce qu'ils se connectent à cet espace-là qui est le vôtre et donc ils ressortent des informations qui la plupart du temps sont fausses. Pourquoi ? Parce que personne ne peut aller dans un espace dans lequel vous-même, vous n'allez pas. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Donc toutes les personnes qui prétendront aller dans votre inconscient, vous délivrer des informations sur votre passé, sur votre avenir, parce qu'ils ont quelconque capacité, etc., la plupart du temps, c'est faux. Ce qu'ils font en réalité, c'est qu'ils vont chercher des informations qu'ils inventent, qu'ils mentalisent, qui n'ont aucune forme de réalité ou d'ancrage. Et souvent, ce sont des projections de leur propre peur, de leur propre compréhension et de leur propre schéma. Donc, en laissant quelqu'un pénétrer dans votre inconscient, dans votre espace sacré, vous donner des prétendues informations, ça veut dire que déjà, vous remettez votre pouvoir, vous n'avez aucun moyen de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, et vous pouvez vous retrouver avec des informations à propos de vous qui sont fausses. Et donc, vous allez vous construire quelque chose à partir de ces informations qui sont fausses. Donc là, c'est vraiment pas bon pour vous dans ce genre de cas. Si jamais vous voulez expérimenter des hypnoses régressives, des états de semi-conscience, etc., allez-y, mais faites-vous accompagner par quelqu'un qui va vous accompagner, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous guider par sa présence, par sa voix et qui va vous emmener dans ces espaces. Mais surtout, ne laissez pas quelqu'un aller dans cet espace-là si vous n'y êtes pas. Ok ? Il y a également autre chose à savoir qui est très importante, c'est que quand vous allez dans l'inconscient, vous ne savez pas où vous allez. C'est un endroit inconnu. Donc vous pouvez vous retrouver dans plein d'espaces dans lesquels vous n'avez pas le contrôle, vous ne maîtrisez pas vraiment. C'est pour ça que quand on va en voyage dans ces espaces inconscients, dans ces espaces inconnus, les voyages intérieurs, les méditations qui nous emmènent à voir des choses, à contacter des choses, tout ça, on ne sait jamais véritablement où on est. On ne sait pas si c'est vraiment nous, on ne sait pas si c'est de cette vie ou d'une autre, on ne sait pas si c'est un proche ou si c'est nous. On peut se retrouver vraiment dans plein d'espaces. Des espaces qui sont les nôtres, mais des espaces qui peut-être ne sont pas les nôtres. Donc ça veut dire qu'on peut être amené à voyager et à visiter des endroits qui ne nous concernent pas du tout ou qui n'ont aucun lien avec nous-mêmes. C'est pour ça que la manière dont le thérapeute ou l'accompagnant va emmener la personne dans l'espace dédié est très importante. Parce que si vous vous perdez et que vous allez dans d'autres espaces et tout, vous allez très vite vous éloigner de vous-même. Donc, un bon thérapeute qui va accompagner dans ces séances-là, c'est quelqu'un qui va utiliser, on va dire, un protocole qui va vous permettre de rester toujours en contact avec vous. C'est-à-dire que vous ne vous perdrez jamais dans les espaces que vous allez visiter, ça sera toujours en lien avec vous. Le souci, c'est que quand on va dans ces espaces parallèles, dans ces inconscients, dans ces mondes-là, c'est qu'on a du mal, en tout cas au départ, à faire la distinction entre est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi. De même que dans notre vie quotidienne, on a parfois du mal à faire la distinction entre notre espace et l'espace de l'autre. Du coup, c'est la même chose. Donc attention
à la personne que vous choisissez pour vous accompagner dans ces voyages-là, à l'intention que cette personne y met, parce qu'on peut très vite se retrouver avec des gens qui vont vous manipuler, qui vont vous raconter des choses qui sont fausses et qui vont vous faire payer très très cher la séance, alors qu'au final vous n'aurez absolument rien appris de plus sur vous, qui plus est peut-être des choses qui ne sont même pas vraies. On peut suggérer énormément de choses à notre cerveau. Notre cerveau ne fait pas vraiment la réalité entre une expérience vécue et une expérience imaginée. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien se poser la question de savoir si ce qu'on a vu, si ce qu'on a contacté, si ce qu'on a ressenti pendant ces séances ou pendant ces moments-là, est-ce que c'est réel ou pas? On peut vraiment se poser cette question, elle est légitime. Mais c'est à nous de décider si c'est réel ou si ça l'est pas. Si par exemple vous me dites, j'ai fait une méditation, j'étais en semi-conscience et à un moment donné, je me suis retrouvée à parler avec un guide qui m'a donné des informations sur moi, qui a répondu à certaines de mes questions que je me posais depuis longtemps. Et c'est mon guide, je sais que c'est lui. Moi, je ne vais jamais vous dire que c'est faux. Parce que je n'ai pas ce pouvoir de décider ce qui est vrai ou pas pour vous. Si vous me dites que vous avez rencontré un guide, que vous avez rencontré un ange, que vous avez vu un défunt, forcément pour moi, ça sera vrai. Parce que c'est vrai pour vous. Donc je respecte les expériences que vous faites et je ne suis pas là pour vous dire non, c'est faux ce que tu as vu, ça n'existe pas. Non, c'est vrai parce que ça existe pour vous et parce que vous avez choisi de vivre cette expérience comme étant une vraie expérience, comme étant une réalité. Donc c'est très important aussi de comprendre que chaque réalité, consciente ou inconsciente, est inhérente à un être. Et que nous n'avons pas le pouvoir de juger en disant ce que tu as vu c'est vrai ou ce que tu as vu c'est faux. Si c'est vrai pour vous, c'est vrai pour vous. Le thérapeute ou la personne qui va vous accompagner, surtout, il ne faut pas qu'elle suggère des choses. Parce que si elle vous suggère des choses, vous allez forcément les imaginer. Parce que votre cerveau a ce pouvoir d'imagination-là. Donc si la personne vous dit « et maintenant vous voyez ça, et maintenant vous voyez ça, et c'est probablement ça que vous voyez, ou c'est ça », et qu'il y a comme des inductions ou des suggestions, des choses induites, eh bien ça va forcément vous sortir de votre expérience et vous amener dans l'espace du thérapeute ou de la personne qui vous accompagne. Du coup, vous n'êtes plus présent à votre espace. C'est pourquoi dans l'hypnose et dans tous ces protocoles d'accompagnement, dans les états de semi-conscience, il faut vraiment quelqu'un qui soit ancré, quelqu'un qui soit dans une forme de neutralité et qui ne va pas essayer de colorer votre expérience par des suggestions, par des questions avec des choses qui sont un peu déplacées ou qui ne sont pas en rapport avec ce que vous êtes en train de vivre. L'idée, c'est que vous êtes dans votre état de semi-conscience, la personne vous accompagne, elle écoute ce que vous avez à dire, elle vous pose des questions ouvertes. Ça doit rester à peu près comme ça. Parce que sinon, ça risque de colorer et ça risque de vous mettre dans quelque chose qui n'est plus vous-même. L'idée, c'est que vous restiez vraiment complètement dans votre espace, complètement dans votre bulle et que la personne qui vous accompagne ne pénètre pas dans cette bulle. En fait, elle est un peu comme un phare au milieu de l'océan, c'est-à-dire qu'elle fait de la lumière, elle vous guide, elle vous écoute, mais jamais elle ne juge, jamais elle ne vous dit quoi que ce soit. Je vous donne un exemple pour que vous visualisiez un peu mieux ce que je vous dis. Expérience que j'ai vécue. Je vais chez une psychologue. Elle me propose de faire une sorte de petite méditation hypnose, un petit exercice pour me détacher des liens que j'avais avec une personne et qu'elle avait considéré comme toxiques. Ok, j'accepte de faire l'expérience. Donc elle me conduit sur un chemin, elle me demande de visualiser des choses, quelque chose de très simple pour moi, je le fais. Et puis, à un moment donné, elle me demande de couper les liens avec la personne en question. Sauf que moi, ce que je ressens et ce que je vois à ce moment-là, c'est que je ne peux pas couper les liens parce que c'est trop tôt et que le processus n'est pas fini. Donc je reçois cette information-là, c'était très clair. Donc je dis à la psychologue, non, je ne peux pas les couper parce que c'est trop tôt. Et là, elle me dit, je ne vous demande pas d'interpréter ou de juger ce que vous êtes en train de vivre, je vous demande simplement de répondre à mes questions. Et d'un coup, en fait, elle m'a complètement coupée dans mon expérience. Elle est venue, en fait, comme s'introduire dans l'espace dans lequel j'étais pour me dire comment
je devais faire, comment je devais procéder, alors que c'était pas du tout le moment et qu'en plus j'étais en train de vivre quelque chose de très personnel et que pour moi tout était très fluide. Donc il n'y avait vraiment pas besoin de cette remarque. Et pendant cette petite séance, elle m'a fait deux réflexions comme ça qui du coup étaient en totale opposition avec ce que j'étais en train de vivre et en fait du coup c'était assez terrible pour moi parce que je me suis sentie intrusée et en plus de ça pas respectée dans ce que j'étais en train de vivre dans mon espace puisque selon elle il fallait faire comme ci comme ça, dire ça ou dire ça. Donc c'est ce genre de comportement que je vous dis qu'il faut savoir reconnaître chez les personnes qui accompagnent, chez les thérapeutes et à un moment donné dire non, tout simplement, parce que vous avez le droit de vivre votre propre expérience avec votre inconscient, que la personne qui est là, elle n'est pas là pour elle n'est pas là pour son protocole, elle est là pour vous. Donc ça, c'est très important. Quand on ressort de ces états de semi-conscience, de ces états d'hypnose, très souvent on peut avoir l'impression d'être déphasé, comme si on était un peu en dehors de notre corps. Si on se sent en dehors de notre corps, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que dans le protocole, dans ce que vous avez fait, il y a quelque chose qui vous a mis mal à l'aise, il y a quelque chose qui vous a décalé. D'accord ? Effectivement, on peut être un petit peu flottant, un petit peu groggy pendant quelques minutes, le temps de reprendre en fait notre conscience et de réintégrer, on va dire, notre structure de corps parce qu'on a pu faire une méditation, voyager, s'endormir, aller dans d'autres espaces. On s'en rappelle pas forcément, hein, mais on a un besoin de quelques minutes. Si pendant la journée, après la méditation, la séance que vous avez faite, vous vous sentez décalé, déphasé, flottant, que vous avez l'impression de ne pas être dans votre corps, c'est pas bon du tout. C'est qu'il y a quelque chose dans le protocole, dans la manière de faire qui n'a pas été faite correctement. Normalement, vous ne devez pas vous sentir déstructuré ou à l'ouest pendant très longtemps quand vous sortez de ces séances-là. Il est très important également de ne pas systématiquement interpréter les informations que l'on reçoit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas véritablement ce que c'est, on ne sait pas si c'est nous, on ne sait pas si c'est l'autre, on ne peut pas avoir énormément de certitude à part en faisant confiance à notre ressenti. Donc forcément, quand on sort de ces séances, qu'on a reçu des informations, qu'on a vu des choses, il ne faut pas systématiquement prendre ça pour la réalité ou pour quelque chose de vrai en fait. Il ne faut pas forcément s'y accrocher. Moi, en tant que médium, dans mon expérience à moi, j'ai pu faire énormément de régressions dans les vies antérieures. J'en ai fait beaucoup. Je me suis rendu compte à quel point on n'avait pas besoin d'en faire autant, déjà, qu'on n'a pas besoin d'autant fouiller dans notre inconscient, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les informations remontent quand c'est le moment pour vous de les avoir, de les traiter. Et surtout, je me suis rendu compte à quel point c'était éprouvant émotionnellement. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce que j'ai vu dans ces vies antérieures, si ce que j'ai vécu dans ces voyages, c'était vrai ou c'est pas vrai. Moi, je le prends pour vrai, même s'il y a des choses, j'imagine que peut-être je suis allée un peu loin et que c'était peut-être pas tout à fait la réalité parce que le mental est toujours un peu présent malgré tout. Mais je peux vous dire qu'au niveau émotionnel, c'est très éprouvant. Quand on fait des séances comme ça ou des voyages pour aller dans les émotions, dans ce qu'on a vécu, que ça soit dans cette vie ou dans une autre, eh bien on est très éprouvé émotionnellement. Et moi chaque fois, ça a été des semaines à la suite de ça où vraiment j'étais très mal dans ma peau. Parce que j'ai rouvert quelque chose, parce que je suis allée dans un espace pour voir quelque chose. J'ai vu, j'ai ressenti et ça m'a vraiment ébranlée. Donc soyons prudents par rapport à toutes ces techniques, par rapport à tous ces protocoles. Ne prenons pas forcément les choses systématiquement pour la réalité, pour la vérité. Soyons attentifs aussi aux personnes qui nous accompagnent dans ces moments-là, dans ces espaces. Ayons une intention aussi saine par rapport à ce qu'on va contacter ou ce qu'on va voir. Ne soyons pas avides de connaissances ou de savoir au risque de forcer l'inconscient et de se retrouver dans des espaces qui ne sont pas réels. Voilà. Par rapport aux bienfaits de tout ça, alors effectivement il y a des bienfaits, il y a des choses bénéfiques, d'ailleurs vous pourrez peut-être en témoigner dans les commentaires. Quand on travaille au niveau de son inconscient, quand on va dans des couches un peu plus intérieures, eh bien il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire dans les couches conscientes parce que le mental bloque. Donc l'idée, c'est effectivement d'apaiser le mental, par exemple à travers les méditations, à travers le fait de respirer calmement, de se concentrer sur un point spécifique. On apaise le mental
mental de manière à avoir accès à quelque chose déjà d'un peu plus intérieur. Donc là, on va avoir accès aux émotions, on va avoir accès au corps, on va avoir accès au programme de vie, on va avoir accès à des choses peut-être du passé, des choses qui nous ont touchés, des choses qui peut-être sont en train de guérir mais dont on n'a pas vraiment conscience. Donc aller dans des couches plus profondes à l'intérieur de nous-mêmes, un peu dans ces couches, on va dire, un peu moins conscientes, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer au quotidien de manière légère. Et ça a des bénéfices, effectivement. Ça peut apaiser le stress, ça peut nous permettre d'être plus en lien aussi avec ce qui se passe à l'intérieur, de laisser un petit peu de côté notre mental et toutes les questions qu'on se pose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais plus on va aller à l'intérieur, plus on va creuser, plus on va aller dans des couches inconscientes de plus en plus sombres, j'ai envie de dire, dans des recoins où peut-être on n'est jamais allé. Moi, je vous dis d'être prudent quand vous allez dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, parce qu'on a souvent besoin d'être accompagné, on a souvent besoin de soutien quand on va dans ces espaces-là. On ne peut pas tout gérer tout seul non plus, et c'est pas quelque chose qui doit se faire toutes les semaines. C'est pas quelque chose qui doit devenir un rituel. Faire des régressions ésotériques, aller dans des états de semi-conscience, avoir des états de transe dans lesquels on perd le contrôle, on va dire, du mental, c'est pas des choses qu'il faut faire toutes les semaines. Parce que mine de rien, ça a un impact sur le corps, sur la structure, ça a un impact. Ça a un impact au niveau émotionnel, ça impacte aussi notre mental, qui après, notre mental va devoir quelque part retrouver sa place, digérer peut-être les informations, et qui évidemment va s'emparer de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, pour l'interpréter, pour l'analyser et pour en faire quelque chose. Donc attention avec tout ça. Ne pas y aller trop fort, ne pas y aller trop vite, et ne pas y aller trop souvent. Voilà. Ne pas banaliser ce genre de pratique. C'est vraiment très important. Il faut vraiment respecter son rythme. Et quand les choses ressurgissent comme ça, que ça soit de l'ordre du trauma, des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on a enfouies, il faut être capable aussi quand ça arrive de le gérer, de le vivre. C'est pour ça que ça n'arrive pas à n'importe quel moment dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il ne sert à rien d'aller fouiller, d'aller chercher en quête d'informations, en quête de savoir, etc. Parce que en fait, ça ne nous apporte pas grand-chose au quotidien. L'idée, c'est qu'on puisse après vivre avec ça. Il faut s'imaginer un peu quand vous avez une résurgence traumatique, et peut-être que ça vous est arrivé, à quel point ça chamboule toute votre vie, à quel point au niveau émotionnel c'est très compliqué, à quel point vous ne savez pas quoi faire de ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça qu'en plus de déjà des choses qu'on a vécues, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses en plus, de s'alourdir, et peut-être même d'aller chercher des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne nous sont jamais arrivées. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Le sujet pourrait être traité encore en long, en large et en travers, mais je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions ou des partages à ce sujet, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.